N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togoli News. Bonjour et bienvenue au D12 de Pyramide FM. Notre invité est Nicolas Lawson, le président du Parti pour le Renouveau et la Rédemption. Les numéros de l'émission sont 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Le technicien est Romaric Freitas. Nicolas Lawson. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je me porte très bien par la grâce de Dieu. Nous allons parler des journalistes pour commencer cette émission. Il a été observé cette semaine la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes. C'est une journée internationale. Quel est votre rapport avec les journalistes? Ouais, voyez-vous, quand j'avais décidé de retourner au Togo de l'Europe, j'ai été le correspondant rédactionnel permanent d'Afrique Expansion. Et il faut l'avouer, c'est moi qui ai sorti donc la loi de 1881 sur la liberté de la presse au Togo et le décret du 29 septembre 1959 de Sylvanus Olympio octroyant à cette époque-là, en tant que Premier ministre de la République du Togo, la liberté de la presse. C'est avec ça que nous avions fait donc la loi sur la liberté de la presse et libérer la presse privée au Togo. J'avais moi-même d'abord créé la Lettre de la Nation, puis le journal Le Renouveau, ainsi de suite. Mais j'étais rentré en étant le correspondant permanent rédactionnel de Afrique Expansion pour couvrir des pays comme le Nigeria, le Togo, le Bénin, le Ghana, le Burkina, ainsi de suite et tout. Donc je peux me dire que mon premier choix était le journalisme. Puis j'ai balancé en politique, bizarrement, et c'est comme si ça me poursuivait depuis mon enfance. Et donc, je ne peux que apprécier des bons journalistes et puis comprendre aussi leurs difficultés et les réussites éventuellement, parce qu'il y en a toujours dans les œuvres de chacun. Et à partir de là, quand personnellement je suis concerné, j'aime souvent qu'on me pose des questions sur l'avenir. Ce que nous allons faire, quels sont nos rêves et comment nous y arriverons et tout. Et c'est là où je suis attristé souvent, très attristé quand les questions reviennent en permanence sur le passé, sur les divisions, les querelles et tout ça. Cela m'irrite énormément. Est-ce que ce passé-là n'éclaire pas parfois le présent et le futur? Non, parce que nous ne sommes pas très bien informés, très bien renseignés sur notre propre passé, puisqu'il y a beaucoup d'amalgames, beaucoup de non-dits ou de mensonges, parce que tout semble être politisé dans ce pays, et à partir de là, quand vous ne savez pas faire et que vous ne connaissez pas réellement la réalité, vous égarez et vous égarez les autres. Donc c'est pour ça qu'il est beaucoup mieux, puisque le passé est passé, le présent, les Français l'ont appelé le présent, c'est-à-dire nous le vivons. Et c'est de là que nous devons tirer nos enseignements pour pouvoir évoluer dans le futur et tout. Et aujourd'hui, vous voyez bien que vous avez Internet, vous avez les télévisions par satellite, vous avez les radios par satellite et tout, ainsi de suite. Donc, les gens sont aujourd'hui mieux outillés que nous. Dans le passé, nous n'étions pas. Et quand Abraham Lincoln est mort, par exemple, aux États-Unis, il y a eu 12 jours avant que l'information ne soit connu en Angleterre, par exemple, dans le temps, 1865. Mais aujourd'hui, tout est connu, heure par heure, seconde par seconde, minute par minute. Vous ne pouvez plus rien cacher, ainsi de suite. Donc, les journalistes aujourd'hui ont plus de possibilités, plus de moyens pour pouvoir aller chercher des informations, les vérifier, les recouper et voir les informations qui sont nocives et qui ne servent pas la cohésion de notre nation, qui ne servent pas la paix, la concorde de ce pays et tout. Et c'est là où un peu des fois, les gens voient que je suis des fois vexé, je suis pas content et tout. Mais en réalité, c'est de l'apprentissage et nous espérons qu'avec le temps, nous aurons l'occasion de mieux outiller nos frères et sœurs pour pouvoir faire face aux défis de l'avenir. Les défis de l'avenir, ça s'impose pas que aux journalistes, puisque nous sommes en train de construire une société qui est encore très jeune. Vous évoquez les difficultés des journalistes, mais cette semaine, ce qui a été célébré, ou bien ce qui a été observé, c'est la fin
des crimes qui sont commis un peu partout contre les journalistes. Il faut dire qu'au Togo, Dieu merci, et ouvertement, il n'y a pas de crimes commis contre les journalistes, mais les journalistes togolais vivent des difficultés que vous le savez. Sans doute, il y a un journaliste qui a été encore enterré hier, et certains ont été enterrés les semaines passées. Mais comment mettre fin à toutes ces difficultés, notamment celles qui sont vécues par les journalistes du Togo? Vous voyez, ça fait partie... Notons que pour les journalistes du Togo, la plupart qui sont morts, c'est suite à des maladies. Vous savez, on ne peut pas extraire cela de la vie. La vie aujourd'hui est devenue dangereuse et malgré tout ce que nous avons à notre disposition, je viens de le dire, les satellites, tout ça là et tout, mais il y a beaucoup d'ignorance encore parce que le monde est devenu plus matérialiste que par le passé, ainsi de suite et tout. Mais la chance que nous avons, c'est que plus rien n'est secret aujourd'hui. Tout c'est, on arrive à déterminer la vérité plus ou moins dans le mensonge et tout ça là. Au Togo, c'est vrai, il faut l'avouer, et nous avons aujourd'hui un climat qui est un climat favorable à l'expression des opinions et ainsi de suite et tout. Mais nous ne savons jamais qui fait quoi et pourquoi il y a certaines choses. Parce que les gens sont ce qu'ils sont et tout. Si vous parlez de liberté de la presse et tout ça, et puis du danger des journalistes, je crois qu'il y a beaucoup de dangers dans le monde et dans beaucoup de pays. Par exemple, le Saoudien qui a été assassiné sauvagement, voyez. Et ça s'est passé dans des conditions obscures. Mais aujourd'hui, on sait dans quelles conditions à peu près il a été assassiné et tout. Et des événements comme ça se passent pour dévoiler d'autres faiblesses humaines et ainsi de suite. Non, s'ils n'ont pas assassiné ce journaliste, s'ils n'ont pas fait ce qu'ils ont fait, les Américains, surtout Donald Trump, qui était parti en Arabie Saoudite prendre 450 milliards et 380 milliards pour vendre des armes à l'Arabie Saoudite, n'aurait jamais demandé à l'Arabie Saoudite de mettre un terme au bombardement aveugle qui est fait au Yémen, ainsi de suite et tout. Donc, tout se tient et par la grâce de Dieu aujourd'hui, tout se sait et tout finit par se savoir. Donc, les gens qui croient qu'ils peuvent encore abuser des autres parce que ils ont exprimé librement leur opinion, ils ont très librement écrit ce qu'ils ont compris ou ce à quoi ils croient et tout, ces gens-là se trompent. Et nous sommes heureux que ça soit ainsi parce que le monde dans lequel nous vivons ne peut pas avoir une aussi grande avancée dans le domaine de la communication et ainsi de suite et rester encore à la solde des obscurantistes. Ce qu'il faut, est-ce que c'est pas aussi beaucoup plus de soutien, notamment pour la presse libre? Oui, il faut l'avouer, mais je crois que la presse libre aujourd'hui n'est pas bien soutenue, chez nous tout au moins au Togo. Les gens vivotent, les gens vivent mal. On ne peut pas dire dans un pays comme le Togo où on prétend cette année faire un budget de 1461 milliards pour le pays, quand d'autres, le secteur de la presse de 300 millions, 500 millions, on peut aller jusqu'à 2, 3, 4 milliards pour essayer de former les gens, équiper les gens, assister les gens, parce que la connaissance, c'est le socle de tout ce qui est beau, grand et bien. C'est pour ça que quand j'ai voulu créer un parti politique, c'est pas pour être partisan et tout, mais c'est pour apporter ma contribution au progrès de ce pays, à son évolution. J'ai pris comme base la foi et le savoir, parce que de la foi dérive beaucoup de bonnes choses. Et c'est en ça que Dieu Tout-Puissant peut être présent à votre côté pour vous aider ainsi de suite. Et après le savoir, la connaissance, ça permet de faire reculer l'obscurantisme, de faire reculer la pauvreté, de faire reculer l'ignorance, ainsi de suite et tout. Donc il faut avouer que la presse a besoin de soutien, non seulement sur le plan financier, mais moral, et sur le plan intellectuel aussi. Nous allons parler politique puisque depuis, quand je parle de politique, y compris l'économie, la diplomatie et tout ce qui va avec, cette semaine, le Togo a été très très présent, très très cité, notamment dans les médias internationaux, et depuis un air de malaise donc sur le Togo au plan politique. Cette semaine, autour du pouvoir, on s'avoue visiblement le dernier classement d'une business de la Banque mondiale. Est-ce que vous dites bravo ou pas? Non, il faut que nos frères qui sont au pouvoir fassent beaucoup attention.
ces gens qui viennent de l'extérieur, qui sont logés à l'hôtel du 2 février, qui ont à leur disposition des voitures climatisées et tout ça, qui ne sortent pas pour aller voir ce qui se passe à Benyedi et à Tochi, comment on appelle, à Fagna, à Bodje, dans le Pendjal, ainsi de suite, et qui racontent n'importe quoi, parce qu'ils ont bien mangé, bien bu et tout. Ils peuvent nous parler de quel doing business. Non, c'est pas sérieux. Il faut que les gens comprennent une chose. La misère que nous voyons dans notre pays, c'est sans précédent aujourd'hui. Moi, tout autour de moi, ce sont des lamentations, c'est la misère, c'est la souffrance, ainsi de suite. Les gens n'ont même pas 100 francs, 200 francs pour se soigner. Et puis on nous parle de quoi à la fin? Non, c'est la réalité. Et c'est cela. Et De Gaulle disait qu'il n'y a pas de politique qui vaille en dehors des réalités. Vous pouvez claironner, vous pouvez faire n'importe quoi, mais la réalité, elle est là. Elle est cruelle, la réalité togolaise aujourd'hui. Nos frères et sœurs ont faim. Quand les gens, par exemple, dans le Pendjal et tout ça, ou à Kanté et tout, et se révoltent et manquent de respect et de considération et s'attaquent à des trucs, ce n'est pas parce que, par plaisir, ou parce qu'ils sont opposants, ou ils veulent être. Non, c'est parce qu'ils sont la souffrance. La souffrance n'est pas seulement une souffrance physique, c'est des fois une souffrance morale. C'est souvent une souffrance morale. Alors, les Togolais, ils se plaignent. Ils ne se révoltent pas parce que ils sont bien et parce que leur pays est ouvert, fait du business et tout. Et puis ceux-là qui sont en train de vendre ça au chef de l'État, ils doivent comprendre quand même qu'aucune nation sur cette terre n'est jamais parvenu au développement et au progrès en voulant dire que c'est le secteur privé et des lois qui sont faites ainsi de suite et tout. Ils n'ont qu'à prendre tous les pays asiatiques, ce qu'on a appelé les tigres d'Asie du Sud-Est. Vous avez les pays comme Singapour, vous avez la Malaisie, vous avez Taïwan, la Corée du Sud et tout. Ces pays ont d'abord commencé par doter leur État des moyens suffisants et tout. Et ils ont réussi, grâce aux moyens de l'État maintenant, à aider le secteur privé et à porter le secteur privé. Et après maintenant, le secteur privé est en train de porter l'État en payant des impôts, en employant des citoyens, ainsi de suite et tout. Aujourd'hui, le secteur privé togolais n'est pas suffisamment, et je dirais que pourquoi je parle même de suffisamment. Le secteur privé togolais est faible, est désespérément faible. Et puis, on ne peut pas entreprendre en ayant un taux de crédit à 13%, à 17% et tout. C'est usurier. C'est un scandale absolu. Et c'est ça qui fait la difficulté des sociétés privées au Togo. Est-ce que ce n'est pas pour lui donner plus de force que des réformes sont en cours et ces réformes sont célébrées et soutenues notamment par la Banque mondiale? Non, la Banque mondiale a fait quoi où? Prenez le cas de l'Argentine aujourd'hui. L'Argentine, on lui donne combien? 2,4 milliards. Comprenez? Et au Togo, on vous donne 20 millions. Et on vous dit que vous faites bien, vous êtes le meilleur et tout. De qui se fout-on? Non, il faut que les gens soient sérieux. La Banque mondiale, c'est quand même une institution sérieuse. Mais c'est pour ça que les Américains vous démontrent que le monde doit changer de paradigme, vous comprenez? Les institutions supranationales ne sont dirigées que par des bureaucrates qui voient encore le monde dans le prisme du passé, c'est-à-dire la mondialisation qui leur a permis d'être là où ils sont et qui sont bien payés. Parce que quand vous voyez quelqu'un qu'on prend au Togo et qui touchait peut-être 300, 400 000 par mois et qu'on envoie pour représenter le Togo à la Banque mondiale, qui est payé à 8 500 000, logé, véhiculé et tout, il sort des pauvres et il rentre dans le cadre des riches et il défend une certaine conception du monde et tout. La Banque mondiale, le FMI et tout, ce sont des bureaucrates qui sont là, qui défendent une conception passéiste du monde. Parce que le monde veut sortir du cadre de la mondialisation pour entrer maintenant dans un cadre nouveau. Je disais ça depuis les années 87-88 et on expliquait ça. J'étais au Parlement européen des jeunes avec le Kédéran japonais et tout ça. Et j'avais fait un mémorandum à François
Nicolas Sarkozy, quand il partait en Afrique du Sud, par l'intermédiaire de notre ami commun Olivier Stine, pour lui dire ce que la France peut faire pour aider l'Afrique, pour pouvoir s'aider elle-même, ainsi de suite. Il a été dire ça là-bas, mais ils ne font pas ça, vous comprenez. Donc, qu'on ne trompe pas les Togolais pour faire croire qu'il y a un secteur privé aujourd'hui qui a les moyens de porter l'État togolais, de porter la société togolaise vers le progrès. Non, nous devons donner les moyens, de grands moyens à l'État togolais, outiller l'État togolais suffisamment fort pour pouvoir exécuter un certain nombre donc de responsabilités. Quand vous voyez par exemple un État comme le Togo qui tend vers 8 millions, sinon plus de 8 millions d'habitants aujourd'hui, mais qui n'a que 51 500 fonctionnaires, alors que la France a 12% de sa population de 66 millions d'habitants dans la fonction publique et tout, il y a un problème qui se pose parce que nous manquons d'enseignants, nous manquons d'infirmiers, de sages-femmes, ainsi de suite et tout. Donc l'État doit avoir les moyens pour former des enseignants, des sages-femmes, des infirmiers, des ingénieurs et tout. Vous le donnez très souvent en ce qui concerne le nombre de personnes employées par l'État. Oui. Vous dites très souvent que c'est moins d'1% de la population. Absolument. Est-ce que quelque part, ceux qui dirigent le pays, est-ce qu'ils ne sont pas conscients de ça? Il faut qu'ils comprennent cela. Ils ont pris certaines de mes propositions et tout, mais ils n'arrivent pas à l'exécuter et tout. Est-ce que c'est pour cela qu'ils sont en train de lancer un certain nombre de concours, le dernier, pour recruter des enseignants? Il faut recruter massivement des enseignants, vous comprenez. Nous devons scolariser le maximum de nos frères et sœurs dans le pays, parce que c'est l'éducation qui peut porter une société vers le progrès, vers le développement et tout. Regardez ce qui se fait à Singapour. Ce sont des sociétés performantes. Regardez ce qui se fait aujourd'hui en Corée du Sud. C'est l'éducation qui est la base de tout. Un homme bien formé, qui n'a plus des ignorances et tout ça là, est un homme bien. Mais un homme qui est dans l'ignorance, qui n'est pas éduqué et tout, mais il est porté à toutes les violences, à toutes les bêtises possibles, à tous les crimes possibles. Donc nous devons faire attention en Afrique. Nous ne devons pas croire à ces fonctionnaires, ces bureaucrates qui viennent nous dire que nous sommes sur la bonne voie, alors que nous sommes dans la perdition. Le Togo a besoin de moyens pour l'État Togo. Et nous en avons, vous savez. Nous avons ces moyens. Je le dis souvent, il n'y a que moi qui le dis. Ceux qui essayent même de faire ce que je dis ailleurs n'arrivent pas. Nous avons des capitaux morts en abondance. Vous comprenez? Notre économie utilise à peine, je dis à peine 7-8% de nos capitaux réels. Est-ce que vous n'êtes pas compris ce que vous développez, puisque vous le développez très souvent? Oui. Est-ce que vous n'êtes pas compris? Non, je ne suis pas compris. Je crois que beaucoup de Togolais qui ne sont pas dans le cadre du pouvoir et tout, et certains qui sont même dans le cadre, finissent par savoir que, à force de répéter cela, c'est que j'ai une conviction profonde et que c'est vrai. Quand je leur dis, par exemple, que j'ai une maison, et que cette maison, je n'ai pas pu la vendre, ainsi de suite et tout, et je n'ai pas pu louer cette maison, et que j'ai mis un gars dans cette maison, et je dois en plus l'entretenir d'une façon ou d'une autre, c'est un capital mort, ça. Parce que si je l'avais loué, ça m'aurait apporté des ressources que j'aurais utilisées pour payer des choses et tout, pour faire prospérer un certain nombre de gens qui sont dans l'économie et tout. Donc nous en avons des choses comme ça. L'État même, quand vous voyez certains, ils ont commencé par dire, on va faire des titres fonciers pour les... Nous devons donner des titres fonciers à tous les immeubles, à tous les terrains, à toutes les constructions ou pas dans ce pays, et pouvoir mettre ça dans un fonds commun pour constituer les ressources physiques réelles de cette nation. Mais quand vous avez un terrain et que ce terrain n'a pas de titre et que l'État ne peut pas savoir que ça existe et tout, et on n'utilise pas ça pour pouvoir produire de la richesse et ainsi de suite et tout, c'est un capital mort. Donc c'est ce que je suis en train d'expliquer, et pour ça il faut restructurer l'État, il faut doter l'État des moyens pour pouvoir faire ce travail-là. Aujourd'hui l'État n'arrive même pas à faire les travaux les plus simples. Par exemple, il n'y a plus de voirie dans ce pays. Il n'y a plus de services d'hygiène dans ce pays et tout. Et les gens sont là, on dit, la population l'a mobilisé sur instruction du chef de l'État et ils ont balayé. Vous dites qu'il n'y a plus de voirie. Puisque moi, quand je venais tout à l'heure, j'ai vu encore des camions bennes en train de ramasser des ordures. Ah oui, quelques camions bennes. S'il y en a encore, certains peuvent en profiter, tant mieux. Les Togolais criaient il y a encore quelques mois que leur économie est dans le rouge. Or, le classement de la Banque mondiale renseigne et salue
en réalité sur un certain nombre de réformes économiques portées par les autorités du Togo. Peut-on conclure que le pays va pouvoir se relever sans trop de difficultés? Non, le pays a d'énormes difficultés. Quand vous voyez par exemple que le Togo peut accepter auprès de l'Union européenne 5 milliards pour une aide budgétaire, c'est un scandale. Ils n'ont pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Nous avons ça, nous pouvons produire ça s'ils ne l'avons pas physiquement, comprenez. Quand on dit la Banque mondiale vient donner des satisfecits et tout, et au retour, nous donne soi-disant une aide, une assistance de 20 milliards. Mais de qui se monte-t-on? Le Togo n'est plus à ce niveau-là. Nous ne devons plus 8 millions d'habitants avec les ressources physiques, naturelles et humaines que nous avons, nous limiter à ce niveau. Nous devons aller au-delà de ça. Vous ne dites qu'on n'est pas ambitieux? Nous ne le sommes pas, et c'est misérable de croire que nous avons besoin de 5 milliards de l'Union européenne comme aide budgétaire. C'est quoi cette histoire? Ça va suffire à quoi? Les enseignants, on leur a fait des promesses, et nous tendons vers la fin de l'année 2018. Est-ce qu'on a satisfait à ça? Est-ce qu'on peut satisfaire à ça? Est-ce que c'est raisonnable qu'un État soit contraint à chaque fois, à chaque mois ou tout, de recourir à des bons de trésor ou des obligations pour pouvoir boucher des trous, ainsi de suite et tout? Non. Le budget de l'année dernière n'a pas été exécuté correctement et cette année on fait une augmentation. Alors, les gens qui sont là et qui croient que bon, c'est une réalité, ah oui, ils vont donner des satisfecits parce qu'il y a un progrès et tout. Non, les choses ne sont pas comme ça, l'économie ne fonctionne pas comme ça. Prenez l'Allemagne par exemple. L'Allemagne a fait l'année dernière excédent extérieur, c'est-à-dire le commerce extérieur de l'Allemagne a dégagé un excédent de 244,8 milliards d'euros. Voilà. En même temps que l'Allemagne avait un excédent budgétaire de 34 milliards d'euros et tout. Et l'Allemagne vous réunit et l'Allemagne vous dit, et elle va mettre à votre disposition 1 milliard pour développer le secteur privé et tout. Et combien de pays? Que 1 milliard. 1 milliard d'euros, ça fait combien? Ça fait 665 milliards de francs CFA. Et le budget du Togo est à 1465 selon les prévisions qu'on va faire pour tout. Donc tout ça là n'a pas. Et l'Allemagne même, avec ses excédents, les pays de l'Union européenne lui demandent d'investir pour pouvoir porter toute l'Union européenne et tout. Elle n'investit pas là-bas pour porter l'Union européenne. Elle vous appelle pour dire, ah oui, maintenant réunissez-vous, l'Allemagne va vous aider et tout, et on met sur la table 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros, c'est quoi? C'est rien du tout, comprenez? Donc il faut que nos frères africains comprennent que c'est pas le travail, c'est pas l'ingéniosité qui va et tout, des innovations intellectuels et autres, que nous arriverons à construire notre pays. On a entendu beaucoup de satisfecits toute cette semaine, mais là, vous écoutez, vous semblez ne pas partager totalement ce satisfecit-là. Vous évoquiez la fonction publique et les ouvertures éventuelles à faire pour avoir un peu plus de fonctionnaires. Cette semaine, je ne sais pas si vous avez vu ces images qui ont circulé, des Togolais, des jeunes qui voulaient déposer leur dossier pour être enrôlés comme candidats à un concours de recrutement d'enseignants au Togo. Il y a certains qui étaient même obligés d'escalader les murs pour pouvoir se retrouver dans l'enceinte des lieux où ces dépôts devaient se faire. Et quand vous regardez ces images, est-ce que vous avez envie de rire, vous avez envie de pleurer? Vous avez envie de rentrer sous terre? Non, ça me fait mal parce que c'est pas ça le rêve que nos devanciers ont eu. Et ce n'est pas ça mon rêve, ce n'est pas ça notre rêve pour le Togo. Nos aînés nous ont dit de faire du Togo l'or de l'humanité. Et en même temps, ils nous ont prescrit comment nous pouvons y arriver. C'est-à-dire en chérissant le travail, en chérissant ou en embrassant la liberté, et en ayant le patriotisme chevillé au cœur, et dans l'esprit et tout. Donc nous avons déjà la feuille de route pour faire de notre pays l'or de l'humanité, par le travail, la rigueur. Et je sais que les Togolais, ils aiment travailler. Les Togolais, parce que quand vous voyez un peuple comme celui-ci, qui aime faire la fête et tout ça, et tout, c'est ce peuple-là, vous devez lui enseigner maintenant que pour toutes choses, il faut qu'il travaille pour avoir les dividendes de son travail et tout. Et ils vont travailler. Mais pour ça, ils ont besoin de discipline. Ils ont besoin de vérité, ils ont besoin d'ordre et de justice sociale, ainsi de suite et tout. Mais quand il y a des injustices sociales graves,
quand il y a le mensonge, vous comprenez, et quand les gens ne font pas ce qu'ils doivent faire et ne travaillent que pour eux, c'est-à-dire de l'égoïsme pur, et de l'arrogance par-dessus tout, ainsi de suite. Les autres n'ont pas envie de travailler, les autres n'ont pas envie d'être patriotes, et c'est ça le drame de Togo aujourd'hui et tout. Il y a trop d'injustice sociale. Il y a certains de nos frères et sœurs qui n'ont pas compris qu'ils ne peuvent pas s'accaparer des ressources de ce pays, et en faisant ça, ils provoquent des injustices, ils provoquent des révoltes, et ils contribuent à la régression de notre pays et tout. Ils doivent comprendre également que quand on voit des images comme celles que vous venez d'évoquer, des gens pour escalader des murs, pour déposer juste des dossiers, pour pouvoir avoir un travail et tout, mais c'est une indignité incroyable. C'est ça la sanction de leur faillite, de leurs échecs, ainsi de suite et tout. Moi, je ne fais que des constats. Et je dis, au-delà des constats que je fais, nous devons arriver à nous entendre, à travailler ensemble, dans la cohésion, dans l'ordre, dans la discipline, pour pouvoir construire notre pays. Travailler dans l'ensemble, ça veut dire quoi? Oui, c'est-à-dire que les gens doivent comprendre que ils ne peuvent pas se dire moi je suis uni et moi je suis ANC, donc je suis opposant et je ne l'aime pas parce que non. Les gens doivent comprendre ça, que nous n'avons plus besoin de ça. C'est-à-dire, l'esprit partisan est un esprit nuisible, nocif pour une nation, comprenez. Quand les Américains sont arrivés à bout, après la guerre de sécession et ainsi de suite, ils ont dit il faut 2 partis politiques et il faut de l'alternance au pouvoir pour que chacun apporte sa contribution à tour de rôle et ainsi de suite, et mettre l'Amérique au-dessus de tout. Les valeurs de la justice, les valeurs de la vérité, les valeurs de la raison au-dessus de tout, comprenez. C'est ça qui doit prévaloir. Mais chez nous, il prévaut cet esprit primaire du sectarisme. Donc vous préconisez des grands rassemblements? Il faut absolument. Est-ce que nous, on n'est pas justement en train d'aller vers ces grands rassemblements? Aujourd'hui, on a un parti politique au pouvoir uni et puis on a une coalition qui s'est formée suite à la dernière crise. Est-ce que justement on ne tend pas vers ça? Le peuple souhaite un peu qu'on s'entende et qu'on s'unisse. Mais il faut dire qu'on ne peut pas s'unir autour de ce qui divise, de ce qui affaiblit la morale, la justice, ainsi de suite et tout. Nous devons nous unir autour des principes, des valeurs d'unité, des valeurs de vérité, d'ordre, de discipline, de fraternité, de convivialité, de solidarité, ainsi de suite et tout. Et ce n'est pas ça que prônent aujourd'hui les partis dont vous parlez là. Ils ne prônent pas ça, ces partis-là. Ils prônent la division, ils prônent le sectarisme et tout. Quand vous n'êtes pas d'accord avec eux, vous n'avez pas le droit de les critiquer. Parce que vous devez vous dire opposant, donc vous n'avez pas le droit de critiquer ceux qui se disent opposants. Quand vous critiquez ceux qui sont au pouvoir, donc vous êtes opposant, vous n'avez pas le droit de les critiquer. Oh, nous sommes tous faillibles. Il n'y a pas d'homme infaillible, vous comprenez. Donc nous devons nous soutenir pour aller vers le bien, vers le progrès et ainsi de suite. Et chérir les valeurs d'unité, de travail, de discipline, de tolérance, vous comprenez. C'est ça que je dis. Si nous devons aller vers 2 partis politiques, il faut qu'il y ait de la tolérance. Et il faut qu'on mette au-dessus de tout le patriotisme. Le patriotisme et la cohésion de notre société. Aller vers 2 partis politiques, aller vers 2 partis politiques, par exemple, est-ce que c'est pas faire entorse justement au principe de la démocratie? Non, de la pas liberté. du tout. Il faut à un moment donné de l'ordre et de la discipline dans une société. Même aux États-Unis, je crois qu'ils n'ont pas que 2 partis politiques. Non, il n'y a que 2 partis politiques. Mais en fait, il y a des petits partis quand même. Oui, qui ne signifient rien du tout. Et vous voyez quelquefois des milliardaires qui ont envie de gaspiller un peu d'argent et tout, donc ils s'exhibent pour qu'on parle d'eux. Mais ils rentrent vite dans l'ordre. C'est-à-dire, il faut structurer cette société de telle sorte que les gens sentent que il y a un certain nombre de visions, de projets dans un groupe donné, et de l'autre côté, il y a aussi des visions et des projets, et que 2 projets de société s'affrontent, 2 visions de société s'affrontent, comprenez, et les gens vont faire le choix, et c'est facile. Mais quand vous avez ce qui se passe aujourd'hui, surtout dans les pays francophones d'Afrique, au Ghana, c'est pas le cas. Il y a le NPP et le NDC. Tous les autres partis, petit à petit, disparaissent parce que n'ayant ni projet ni vision, et ne suscitant pas l'adhésion de la population, ainsi de suite et tout. Donc les pays anglophones sont parvenus à cela.
c'est comme au Nigeria, où vous avez, bon, des milliardaires qui veulent aussi s'exhiber et tout, qui font comme, mais il n'y a que les deux partis, qui animent la vie politique de la nation et qui doivent présenter des projets de société. Mais pourquoi est-ce que ici, les petits partis n'arrivent pas à disparaître? Puisque tout le monde dit que le Togo a plus de 100 partis politiques, mais en réalité, on sait que c'est seulement certains qui sont visibles sur le terrain. Oui, mais parce que tout simplement, vous savez, le vrai problème, c'est quoi? C'est la médiocrité et l'échec des partis qui peuvent pouvoir s'imposer dans le pays et tout, qui ne suscitent pas de l'adhésion. Quand vous prenez ces partis, quand vous les approchez, quand vous discutez des choses avec eux, leurs responsables et tout ça, et quand vous voyez qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils ont dit et tout, et quand vous les critiquez, ils vont dire que vous les insultez. Comprenez. Et quand vous n'êtes pas d'accord avec eux, vous les critiquez, ils envoient leur badaud pour vous attaquer. Est-ce que c'est de leur faute? Je parle de la disparition éventuelle de ce que vous appelez les partis politiques. Oui, oui. Puisque tout le temps, on ressort des placards, un certain nombre de dénominations des partis politiques qui, visiblement, sont en hibernation depuis des années. Mais comment faire pour que ces partis quittent définitivement la scène? Non, on ne peut pas quitter comme ça sans que... Mais comment ça se fait au Ghana et au Nigeria que vous Non, parce qu'au Ghana ou au Nigeria, les gens présentent des projets et ont une vision, comprenez. Quand vous allez au Ghana, par exemple, quand le type se dit du NPP, le type n'ira jamais s'habiller, mettre le t-shirt du NPP en bas et le t-shirt du NDC sur son t-shirt quand il voit des gens de fond. C'est-à-dire, nous sommes corrompus foncièrement. Ça se passe au Togo? Oui. Les gens mettent 3, 4... Mais en fait, de présenter une image. J'ai fait 3 campagnes présidentielles et j'ai participé. Donc j'ai traversé tout le pays. Mais avant ça, j'avais fait campagne. Oui, faites-nous un petit rappel. Quelle image vous êtes resté? Vous avez vu des gens porter quel t-shirt et mettre lequel dessus? Mais pas loin d'ici. Je vous dis seulement à Kévy. Je suis arrivé, on a fait un truc avec les nôtres et tout. Et ils sont venus, les motos, là, tout. Ils avaient nos t-shirts dessus. Et j'ai été un peu plus loin vers Davier, je ne sais pas quoi. Et le temps de revenir, j'ai vu que mon t-shirt a été, notre t-shirt enlevé, et ils ont mis le t-shirt du car maintenant, parce qu'il y avait les gens du car qui étaient venus et tout. Donc j'ai approché. Donc c'est de véritables clowns, finalement. Véritables, voilà. Et ils sont des gens qui sont seulement à la recherche du gain. Il n'y a pas de conviction. Et c'est pour ça que nous devons mettre beaucoup de moyens dans l'éducation. De l'éducation, de l'éducation, de l'éducation. Parce qu'un homme ignorant est dangereux pour lui-même et pour la société. Dans un instant, nous allons parler de Conakry, puisque des Togolais se retrouvent là-bas depuis hier. Mais revenons une dernière fois sur ces images qui ont circulé, des milliers de Togolais, de jeunes qui, voulant déposer les dossiers de candidature ou se faire établir des pièces pour pouvoir déposer les dossiers de candidature. Certains étaient obligés d'escalader les murs. Un observateur a conclu qu'en réalité, le Togo a plus de problèmes de survie, de problèmes économiques, d'emploi, que de problèmes politiques. Est-ce que vous partagez cela? Non, vous savez, les problèmes économiques et sociaux dérivent toujours vers des violences politiques. Vous savez, un homme qui a faim, un homme qui est mal logé, qui est mal éduqué et tout, son âme est torturée et il ne peut pas laisser les autres en paix. C'est ça que les Occidentaux ont compris et les Asiatiques aussi, en instituant des politiques sociales, c'est-à-dire les allocations familiales. Dès que vous êtes enceinte jusqu'à 5 mois, vous avez une allocation familiale et jeune enfant, jusqu'à ce que l'enfant soit né et est jusqu'à l'âge de 9 ans, de 9 mois, ainsi de suite. Après, on vous transforme ça en allocation familiale et tout. Vous avez des assurances maladie. Ceux qui ne travaillent pas, ceux qui n'ont pas le SMIC, le revenu minimum, ils ont le RMI, c'est-à-dire le revenu minimum d'insertion. Parce qu'un homme qui se lève le matin, il va manger. Il va se déplacer. S'il est malade, il doit se soigner, ainsi de suite et tout. Et la solidarité de l'État envers ses enfants doit pouvoir s'exprimer de cette façon-là et tout. Et quand vous n'avez pas du travail, vous êtes en chômage, vous êtes toujours un consommateur. C'est pour ça qu'on les appelle des sociétés de consommation. Donc quand on lui donne l'allocation chômage, il ira acheter du manioc, maïs et tout. Alors celui qui produit le manioc ou le maïs peut
lui, à son tour, pouvoir continuer à produire parce que on l'achète ainsi de suite et tout. Tout cela se tient et les sociétés occidentales sont organisées sur cette base-là. Et ça, cette bonté humaine-là, cette humanité-là, pourquoi nous ne comprenons pas cela et que nous laissons nos frères et sœurs dans la misère? Ils se lèvent, ils n'ont même pas 100 francs pour pouvoir se soigner ou pour pouvoir se déplacer ainsi de suite et tout. Donc la société ne peut pas, nos sociétés ne peuvent pas fonctionner et on ne peut pas nous appeler des sociétés civilisées et tout. Voilà le défi que nous avons. Ce n'est pas un défi, par exemple, où que des gens puissent se dire je suis opposant, je vais critiquer, ou je suis responsable, on ne doit pas me critiquer et tout ça. Non, le débat est ailleurs. Le débat est comment faire de nos sociétés des sociétés civilisées, des sociétés progressistes qui élèvent tous les citoyens à la dignité humaine. Le débat est ailleurs, le débat c'est aussi à Conakry où se retrouvent depuis hier pouvoir et opposition du Togo et avec des responsables de la CEDEAO et de la facilitation pour une nouvelle réunion du comité de suivi de la feuille de route. Est-ce que, Nicolas Lassonde, est-ce que vous auriez aimé être de ce voyage? Non, pas du tout, parce que celui qu'on appelle aujourd'hui le deuxième facilitateur, je vois ce qu'il fait chez lui, comprenez? Des femmes qui sont tabassées, des enfants qui sont tabassés, des jeunes gens en chômage, dans la misère et tout. Alors que ce pays est un scandale sur le plan des richesses et tout. La Guinée, il y a un château d'eau formidable, il y a des terres agricoles fertiles, abondantes, il y a des richesses minières, mais insolentes, ainsi de suite et tout. Et des gens ont faim, et des millions de Guinéens sont en chômage et tout. Et vous avez eu la chance, par la grâce de Dieu, au-delà de 70 ans, de devenir président de ce pays béni. Et vous ne voulez plus partir. Et vous avez tout ce dégât-là. Et des gens meurent. Des gens manifestent et on tue des gens sont blessés et tout, ainsi de suite et tout. Alors, ça ne plairait pas d'aller là-bas. Et je crois que c'est une erreur fondamentale de la CEDEAO d'avoir choisi deux facilitateurs dans notre crise. Ce sont des anomalies. Je ne comprends pas ce qui nous arrive, pourquoi c'est comme ça et tout. Si on choisit le Ghanéen à Akufo-Addo, oui, parce que quand les gens ont des problèmes ici, traversent vite la frontière, parce que nous avons des frères de là, sur le plan culturel et ethnique et tout ça là et tout, et vont là-bas et tout. Donc, lui, il doit savoir que, des Togolais qui ont des problèmes et tout, ils vont venir chez moi, ça peut me créer des problèmes et tout. Il faut que je fasse tout pour empêcher qu'il y ait des problèmes ici, pour qu'ils viennent là-bas et constituer des charges pour nous. Mais quel est le cas de Guinéen? Il n'a rien à foutre, il n'arrive pas à gérer son pays, il n'arrive pas à maintenir la paix, il n'arrive pas à respecter les règles, ainsi de suite dans son pays, et comment il peut régler alors nos problèmes et tout. Donc c'est une erreur d'abord de la CEDEAO, et quand nos frères, ils sont contents de monter dans des avions qu'on leur envoie pour aller là-bas, parce que soi-disant la CEDEAO va nous régler nos problèmes, je dis non, c'est ça, je dis véritablement non. Donc pour vous c'est une perte de temps? Mais gravement, comprenez, parce que vous savez, quand on dit d'abord, vous ne pouvez pas, si vous ne balayez pas dans votre maison, vous ne pouvez pas aller donner des leçons à quelqu'un. Mais au-delà de Alpha Condé, il y a la CEDEAO. Mais la CEDEAO a fait cette erreur-là et continue de faire des erreurs. Et nos frères eux-mêmes le savent. Et est-ce qu'ils n'ont jamais donné à la CEDEAO un quitus d'avoir bien géré une crise au Togo ici? Non, jamais. Parce que ceux qui viennent là, pour soi-disant au nom de la CEDEAO, ils sont des hommes, ils sont des Africains. Et on voit ce qui se fait dans leur pays et tout. Comprenez? Donc si on a un facilitateur, parce qu'il est arrivé au pouvoir par les unes et tout, démocratiquement et tout ça, et qu'il a un mandat limité, par exemple Ghana, vous ne pouvez pas faire plus de 2 mandats de 4 ans. Comprenez? Il comprend cela, ce que ça veut dire et tout. Et il sait que tout homme arrive à son niveau d'incompétence, à un moment ou à un autre. Et c'est ça, c'est le principe de Peter. C'est ça que les Américains ont compris et tout. Quand vous avez donné votre part, laissez d'autres donner aussi leur part à leur pays et tout. Parce que nul n'est, et je dis nul n'est, infaillible et omniscient, omnipotent et omniprésent. C'est seul Dieu
est omniscient et omnipotent. Donc les hommes doivent comprendre qu'il y a un temps pour tout, et ce que tu peux faire quand tu es jeune enfant, tu commences à vouloir marcher, tu tombes, tu te relèves et tout. Après tu deviens adolescent et tout ça, et tu deviens un vieillard, et tu deviens un poids pour la société. Si tu ne comprends pas les limitations de cette vie, et les lois de cette vie, alors tu deviens un danger pour tes concitoyens. Vous aviez récemment écrit à la CEDEAO, notamment aux facilitateurs. Est-ce qu'ils vous ont répondu? Non, j'ai même pas besoin de leur réponse. C'est-à-dire, je leur dis que nous aussi, nous sommes là et nous pensons autrement que nos frères qui sont au pouvoir et nos frères qui sont dans l'opposition. Et ils doivent tenir compte de cela. C'est tout ce que j'ai voulu leur dire. Et leur dire aussi que nous ne sommes pas tous des gens qui n'aiment pas. Nous aimons notre pays. Nous avons fait une réunion dans le cadre du CPDC rénové. C'était au crédit de M. Faure Gnassingbé et de nos frères qui sont au pouvoir. Et nous avons travaillé de façon rationnelle. Nous avons produit des recommandations qui sont d'excellentes recommandations et tout pour le bien de ce pays. Ils ont certainement eu ça. Et ils ont pris ça et ils n'ont ajouté que quoi? Le comité de suivi. Comprenez? Le comité de suivi. Ça permet donc à leurs soi-disant experts de venir ici pour se mêler de nos problèmes. Non. Ben, écoutez, est-ce que ces gens-là sont plus intelligents que nous? Est-ce que ces gens-là peuvent mieux aimer notre pays que nous? Est-ce que ces gens-là peuvent connaître notre pays mieux que nous? C'est pas possible ça. Nous connaissons notre pays, nous aimons notre pays, nous savons ce qui est bien pour notre pays. Ce qui touche un frère Kabia me touche, ce qui touche un frère Kotokoli me touche, ainsi de suite, parce que c'est mon frère. Là, Dieu nous a fait naître sur ce territoire ici, du Togo, et nous sommes des Togolais. Nous devons aimer notre pays et chérir nos frères et sœurs et faire ce qui est bien pour notre pays. Quelqu'un ne doit pas. Et d'ailleurs, il faut le dire, quand vous êtes dans une maison, vous êtes des frères et sœurs, et que vous ne faites que vous quereller et tout, vous allez détruire cette maison-là. Mais quand vous allez appeler le voisin pour venir se mêler de votre affaire, il fera ce qui lui plaît. Il fera ce qui est dans son avantage et tout. Si ça ne vous plaît pas, lui s'en fout. Vous pouvez continuer vos trucs. Mais il faut que nous comprenions que nous pouvons nous-mêmes, en tant que Togolais, nous aider, nous aimer et être un peu humbles et faire ce qui est bon pour notre pays. Ce que vous préconisez là, on a constaté à un moment donné de la crise que les Togolais étaient incapables de se parler entre eux, c'est qui a fait que la CEDEAO est intervenue dans la résolution de la crise au Togo. Aujourd'hui, le Togo est en processus électoral. Mais une question qui revient, c'est de savoir si la CEDEAO aide véritablement le Togo. La CEDEAO ne peut pas aider le Togo. Parce que qui sont ces gens-là qui viennent ici? Il n'y a pas d'experts pour des questions affectives. Il n'y a pas des experts. Vous allez dire peut-être des psychologues, des psychanalystes ou je ne sais pas quoi. Non, c'est pas possible. Le problème togolais est un problème très complexe, vous savez, parce que nous avons une classe politique qui n'aime pas ce pays. Et que sont des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Vous faites partie de cette classe politique? Non, pas de fierté. Vous faites partie de cette classe politique? Non, puisque je ne suis pas avec eux. Et c'est pour ça que ceux qui ne m'aiment pas au sein du pouvoir disent que je suis opposant. Et ceux qui ne m'aiment pas dans l'opposition disent que je ne suis pas opposant, ainsi de suite et tout. Mais ce que moi je dis, vous faites partie de la classe politique. Donc, c'est ça qui est un peu singulier, et que je peux peut-être expliquer et tout. Moi, vous savez, quand vous voyez qui je suis, d'où je viens et tout, vous comprendrez pourquoi je suis comme je suis. Vous savez, j'ai des parents qui sont Kadier, j'ai des parents qui sont Tchokosi, j'ai des parents qui sont Evé et Adangbe et Mina, ainsi de suite et tout. Voilà, c'est un sang mélangé qui circule en moi. Et je n'ai pas commencé à passer ma vie ici au Togo, dans une famille de père et de mère et tout. J'ai été au Burkina Faso, c'est-à-dire la Haute Volta, sous Sangoulé la Misana, et au Dahomey, où j'ai commencé mes études, et en France, ainsi de suite et tout. Donc, c'est une partie de votre histoire qu'on connaît déjà. Voilà. Nous allons permettre aux auditeurs de vous poser des questions, comme c'est de tradition. Je rappelle les numéros, 96 50 34 37, et puis 70 43 09 70, 70 43 09 70. On me signale que le premier auditeur est déjà en ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour, M. Pierrot. Oui, bonjour. On vous appelle comment? Bancolé. Bancolé, allez-y. Oui, bonjour à notre invité. Monsieur Pierrot, nous avons vraiment suivi l'évolution de la situation politique de notre pays. Et
tout porte à croire que ceux qui sont aux affaires On entend mal. toujours rester aux affaires. Ils ne laissent même pas une ouverture, une petite ouverture à l'opposition. Et moi, j'ai souvent dit qu'ils ont l'obligation, et cela va dans leur intérêt, ils ont l'obligation d'aider cette opposition-là à opérer l'alternance. Alors, ma question pour notre invité, c'est de savoir ce qui manque à cette opposition-là, qu'est-ce qui reste à cette opposition à faire pour pouvoir mettre en confiance le pouvoir, ce qu'il arrive à donner cette ouverture. Je vous remercie. Très bien, merci Bankole de nous avoir appelé depuis Amouti. Oui, vous pouvez répondre. Oui, mais j'ai écouté que la fin de... En fait, il veut savoir ce que l'opposition peut faire pour mettre en confiance, notamment le parti au pouvoir, pour que demain on ait l'alternance au Togo. Oui, quand vous voyez par exemple, c'est-à-dire on oublie et des choses qui se sont passées quelques mois avant ou quelques années avant, et on prend ce qui est présent aujourd'hui et tout. Quand le pouvoir avait demandé qu'on fasse le CPDC rénové, nos frères de l'ANC avaient rejeté cela. Nos frères du CA et de la CDP étaient venus, mais avaient contesté un résultat qui était bien, en prétextant qu'il n'y avait pas eu de consensus. Mais la démocratie, c'est pas le consensus. La démocratie, c'est le compromis. C'est la loi de la majorité. Quand la majorité a décidé, il faudrait accepter cela, que cela vous plaise ou non, pour un temps donné et tout. Donc ce travail-là, du CPDC rénové, qui avait été saboté, ça c'est un. Et puis après, le pouvoir a envoyé à l'Assemblée nationale un projet de loi pour faire les réformes. Ça a été saboté par les uns et les autres. Après, l'opposition a voulu que ce soit ses propres propositions qui soient acceptées à l'Assemblée nationale. Elle a été rejeté également. Donc c'est globalement que la classe politique togolaise joue un jeu qui n'est pas dans l'intérêt du Togo ni des Togolais, comprenez? Parce qu'il y a certains de nos frères qui vivent de ça. Ils sont en dehors de ça, ils ne peuvent rien faire d'autre et tout. Et ils ne savent pas que c'est dangereux, le sectarisme, l'intolérance, l'exclusion et l'ostracisme. Mais parce que c'est ça pour eux la démocratie. Mais dans des pays aussi faibles, où il y a 80%, sinon plus, d'analphabètes, et qu'il y a beaucoup de misère, de pauvreté, il faut faire attention à créer des esprits partisans et ainsi de suite et tout. Et c'est souvent ce que j'ai dit à nos frères de l'opposition depuis des années. Cette lutte que nous menons, c'est pas d'aujourd'hui. Moi, je suis venu dans les trucs avec la CNDH et tout, les Yahvé Agbebo, les Demko. Je les ai tous connus, je les connais tous les uns et les autres. Je les ai fréquentés, j'ai frotté ma cervelle et limé ma cervelle comme celle de tous ces gens. Vous rappelez le passé? Oui. Donc, c'est ça qui fait que je ne les comprends pas. Qu'ils ne comprennent pas, eux, qu'ils doivent à un moment donné faire des compromis. Vous savez pourquoi je vous demande, ou je vous dis que vous rappelez le passé? Oui. Je sais que vous aviez dit en entame de cette émission que les Togolais aiment trop rappeler ce passé. Oui, c'est justement ce que vous êtes en train de faire. Non, ce que je suis en train de vous dire, c'est pourquoi je peux parler que je connais nos frères là, qui sont toujours en jeu. Dans la délégation qui vient de partir à Conakry, il y a parmi eux Maître Yahvé Agbebo, vous comprenez. Donc c'est pour vous dire un peu que ce sont toujours les mêmes, sinon leurs lieutenants qui animent cette opposition-là dans leur état d'esprit donné. Et quand tu n'es pas d'accord avec eux et tout, donc tu n'es pas bien. Et ça devient du sectarisme et de l'intolérance. C'est tout. Deuxième auditeur, allô? Bonjour. Bonjour. Oui, on vous appelle comment? Oui, Komi, votre question. Deux questions. Un rapport de la dernière fois fait par le cabinet de on a une de Togolais, au moins 3 milliards sur le compte, jusqu'à 800 milliards par personne. Est-ce que selon lui, cette source de revenus-là peut provenir de quoi? Comme on peut trouver ces richesses-là chez un Togolais, qu'est-ce qui peut être à la source de ces richesses-là? Deuxième question, le rapport des droits de l'homme a dit la dernière fois qu'il y a eu des avancées. Quels sont les critères qui permettent de faire, ou bien qui peut permettre à cette organisation de nous dire que
on a fait des avancées sur les questions de droits de l'homme. Où à ce jour, nos frères officient à la gendarmerie, à la prison et autres. Vous faites allusion à quelle organisation? Il y a une organisation, je pense que c'est la LTDH. Hein. LTDH? Oui, si j'ai en fait, moi j'ai pas ce rapport-là. Donc je vais quand même demander à notre invité de réagir. Non, pour la première question, voyez-vous, c'est-à-dire quand les sources de vos revenus ne sont pas des sources du travail dans l'honnêteté, dans la droiture, pas le travail acharné et tout ça là, on peut dire que ce sont des ressources de la corruption. Et quand le chef de l'État avait lancé ce cri qui lui venait de subconscient et de son âme, qui a une minorité qui s'accapare des richesses de ce pays, c'est ça. C'est de ça. Mais est-ce que vous croyez quand même que autant de Togolais posséderaient des milliards? Il y a beaucoup de Togolais qui sont des milliardaires. Et ici, les gens le disent, c'est parce qu'ils le savent, ils le constatent. Mais est-ce que vous le constatez aussi? Non, je vois qu'il y a des... Moi, je ne sais pas comment est-ce qu'on le constate. Moi, on m'a dit, quelqu'un m'a dit, mais engage-toi, va faire campagne et on va te donner les moyens et tout. Et je ne suis pas allé. Ils ont les moyens et ils veulent m'aider. Pourquoi? Comprenez? Est-ce que c'est parce qu'ils partagent ma vision et autres? Je veux savoir d'abord, avant de prendre l'argent de quelqu'un, pour pouvoir avancer et dire je fais de la politique et tout. Donc il y a des gens au Togo qui sont très riches et qui ont acquis leur richesse sur le dos des Togolais. Sinon, le chef de l'État lui-même ne peut pas faire cette déclaration-là. Donc cette déclaration seule, à elle seule suffit pour dire que il y a des injustices sociales graves dans ce pays, il y a de la corruption et que ce n'est pas bon. La deuxième partie de la question porte sur les droits de l'homme. Notre ami cite une organisation, moi j'ai pas le rapport, mais ce que je sais, c'est que cette semaine, les questions des droits de l'homme ont été abordées du côté de la capitale gambienne, où la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples s'est réunie. On a évoqué le Togo. Certains sujets ont été mis devant, notamment la copie d'Internet qu'on a connue ici, notamment la détention continue de certains activistes ou certains défenseurs des droits de l'homme, notamment M. Assiba, dont on demande d'ailleurs la libération. Sur cette question-là, est-ce que vous avez une réaction? Ouais, vous savez, je suis très mal à l'aise parce que quand un gouvernement est taxé de violateur des droits humains et tout, c'est toujours mauvais. Et vous ne pouvez pas venir pour contester cela. Comprenez? Moi-même, j'ai été victime des abus de certains de nos frères qui choisissent des intermédiaires pour essayer de vous nuire. Et c'est le cas qui s'est passé au Ghana et tout. Et il y a certains de nos frères qui sont aujourd'hui emprisonnés et que la CEDEAO demande d'élargir et tout, et qu'on n'arrive pas à élargir. Nous devons faire attention à ce genre de choses, comprenez? C'est-à-dire, la déstabilisation de notre société peut provoquer des abus aussi, mais c'est pas normal que les abus dépassent juste le niveau de la justice, comprenez? C'est-à-dire, quand vous faites quelque chose qui n'est pas bien, que des gens protestent, vous n'avez pas le droit de les emprisonner. Comprenez? On n'a pas le droit d'emprisonner des gens parce qu'ils n'ont pas, par exemple, respecté un certain nombre de décisions primaires. Comprenez? C'est quand il y a ces genres de violations que les défenseurs des droits humains vous attaquent. Et quand on vous attaque, c'est toujours négatif et ce n'est pas bon pour notre réputation, ce n'est pas bon pour notre pays. Bien, merci. Troisième auditeur. Allô? Bonjour. Bonjour, M. Perrault. Oui, votre nom? C'est Aïdi. Oui, allez-y. J'aimerais demander, bon, je salue M. Nicolas Lossa. J'aimerais lui poser la question de savoir, il dit que le déplacement des leaders de la C14, si je veux un tout petit peu le paraphraser, était un événement. Bon, qu'est-ce qu'il lui propose? Est-ce que, à part lorsqu'il sera la part de leader de la C14, il refuserait l'invitation, quelle alternative il a aussi que ça? Et il va me dire aujourd'hui que la libération de ce peuple passera par ce même peuple. Je suis d'accord avec lui. Mais comment? Il n'a qu'à nous dire quelque chose de concret que nous,
populations qui sont fatiguées de faire pour qu'on soit libéré à jamais. Bien, merci. Aïvi, pour les questions. Oui, mais j'avais déjà répondu à sa question. Quand, vous savez, quand votre pire ennemi pose un acte positif, il faut lui reconnaître cela. C'est ça. La morale, la conscience et la justesse de l'homme et tout. Votre pire ennemi. Moi, je ne peux pas vous raconter tout ce que j'ai vécu comme vexation, ainsi de suite, dans ce pays. Et même aujourd'hui, je subis des injustices graves de la part du pouvoir et des trucs comme ça et tout. Et je ne suis pas content. Donc, je ne peux pas dire que ce pouvoir est bien ainsi. Parce que je vis moi-même tous les jours des injustices, des incohérences, des incapacités, ainsi de suite et tout. Mais à partir de cet instant-là, si le pouvoir a un moment de lucidité ou je ne sais pas de quoi, et nous appelle tous les enfants pour s'asseoir ensemble, pour parler ensemble, pour trouver des solutions ensemble, comme cela a été fait dans le cadre du CPDC rénové. Pourquoi le pouvoir n'a pas le droit, par exemple, d'inviter des gens comme moi, anciens candidats à la présidence de la République, même si eux, de par leur histoire de populaire et tout ça, ils croient qu'ils sont plus populaires, ils aussi doivent être là. Qu'importe votre frère, qu'il soit infime, qu'il soit pauvre ou tout, il a aussi son mot à dire. Et c'est ça la démocratie. Pourquoi vous allez dénier à votre frère Nicolas Losson, à votre frère Dao Koupéré, à votre frère Agbeoume Kodjo, à votre frère Kagbara et tout ça là, la qualité de débattre des problèmes de leur pays et de faire des propositions. Et qu'il n'y a que vous. C'est ça qu'on appelle de l'intolérance, du sectarisme. Et c'est ça qui est dangereux. Et ça, nos frères, certains de nos frères ne veulent pas comprendre ça. Est-ce que c'est la réponse à la question? C'est la réponse à la question. Mais en fait, si c'est ça la réponse, en réalité, vous ne faites que comme les autres Togolais. Puisque là aussi, vous êtes en train de rappeler le passé. Et vous rappelez le CPDC qui est un passé. Oui, mais bien sûr. Oui, mais en fait, vous c'est pour étayer... C'est ce que les d'autres Togolais font et vous n'êtes pas d'accord? Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que quand je dis, c'est dit quand vous dites certaines choses. En fait, la question de l'auditeur, c'est... La question, je vais vous répondre. Ouais. C'est-à-dire, si vous rappelez par exemple la mort violente de Tavio, vous rappelez, supposons, la mort de Atuke Abodin, de Sylvanus Olympio... Oui, c'est mort. Quel rapport avec le voyage de Conakry? Non, c'est ça, le passé. Il ne faut pas retourner sur ces passés qui sont des passés de souffrance, de douleur, et qui peuvent susciter chez des gens de la colère ou des ressentiments et tout. Ce que je suis en train de vous dire par rapport à sa question, j'avais déjà répondu à sa question, mais lui n'a pas suivi ça. Et c'est pour ça que je lui rappelle que j'ai déjà dit que nos frères là qui sont dans l'opposition et tout, ils peuvent s'asseoir avec leurs frères qui sont au pouvoir, qu'importe. Tu vois, qu'importe les divergences, les trucs qu'il y a entre nous, on peut s'asseoir et se regarder et se parler en tant qu'homme, avec autorité, avec justice, avec vérité et tout. On peut. Et moi, je l'ai déjà essayé à plusieurs reprises. Pourquoi eux, ils ne peuvent pas faire ça? Pourquoi eux, ils refusent de faire ça? Quels ont été les résultats, justement? C'est eux qui ont saboté. Non, mais justement, ça fait partie du Togo, le sabotage. C'est mauvais, ça. C'est ça que comment c'est départi, justement C'est ça que je dis, la solution réside dans notre capacité de nous asseoir ensemble pour trouver les solutions qui minent notre société. La deuxième partie de la question de l'auditeur parle du peuple, puisque beaucoup estiment que la solution du Togo viendrait justement de son peuple. Comment, concrètement? C'est-à-dire, les gens ont depuis des années cultivé chez le peuple togolais les ressentiments, les frustrations, vous comprenez? Et il y a beaucoup de nos compatriotes qui, par émotion, par frustration et tout, sont arrivés à la colère, à des haines, et ainsi de suite et tout. Et c'est ça qui est difficile. Mais je l'ai toujours dit et répété, quand je parlais de révolution, que le peuple, quand le peuple est à bout de souffle, quand il y a des hommes qui sentent trop durement les injustices sociales, qui sentent trop douloureusement les brimades et tout, ou même les affres de la faim, des violences et tout ça, ces gens finissent par se révolter. Et qu'il faut qu'on fasse attention,
pour ne pas pousser le peuple à la révolte et à la révolution. J'en avais parlé largement et suffisamment. Donc ce n'est pas aujourd'hui que je vais changer donc de discours ou de posture. L'histoire me démontre suffisamment ce que je suis en train de vous dire. Je sais, j'ai lu les histoires de presque tous les grands pays européens, ainsi de suite et tout, que ce soit les États-Unis, l'Allemagne, le Japon et autres, et Chine. J'ai lu leur histoire. Au moment où il y a eu des révolutions et tout, pourquoi il y a eu ces révolutions? C'est suite à des injustices sociales graves, à des brimades, à des colonisations, vous comprenez, à des violences, ainsi de suite, que les gens finissent par se révolter. Donc, je conseille à nos frères et autres de faire attention et d'avoir l'humilité nécessaire et la sagesse de ne pas pousser les gens à la révolte, de ne pas continuer pour leur intérêt personnel. Faites allusion à quel frère? Mais l'ensemble de la classe politique togolaise. Pouvoir et opposition. Oui, pouvoir et opposition. Un autre auditeur, le 4e, allô, bonjour. Allô. Bonjour. Bonjour, c'est Pélé. Pélé. Bonjour. De la Samelle. Bonjour. Oh oui, bon, à vous entendre parler, c'est que vous êtes déçu totalement et vous n'avez pas confiance même à la C14 ni à la CEDEAO. Actuellement, à l'heure où nous parlons, est-ce que vous d'abord, est-ce que vous êtes parti s'enrouler? Ça c'est un. La deuxième question, c'est par quel moyen on peut faire sortir ce Togo dans cette crise? Parce que avec votre compétence, est-ce que vous pouvez aller directement raconter le chef de l'État? Bien, merci pour les deux questions. La première question, c'est quoi? Est-ce que vous êtes fait enrôler? Je vais lui dire, je l'avais déjà dit sur une radio, que je n'irai pas me faire enrôler, mais tous ceux qui sont proches de moi, qui sont du PRR, qui ont de la sympathie pour moi ou les idées que je professe, ils peuvent aller se faire enrôler. Parce que s'ils avaient des problèmes, parce qu'ils ne s'étaient pas enrôlés, je ne pourrais pas les défendre demain. Comprenez? Donc pour les protéger, et si eux-mêmes ils jugent utile d'aller se faire enrôler, qu'ils aillent se faire enrôler. Ça ne leur enlève rien du tout. C'est comme ça que je pense. Mais personnellement, on ne peut pas m'empêcher demain d'aller voter. D'une façon ou d'une autre, je voterai. Ça, c'est clair. Vous comprenez? Donc, à part... Non, mais en fait, ce que vous dites, on ne comprend pas. Vous n'avez pas votre carte d'électeur. Je ne l'ai pas. Mais comment vous allez faire pour voter? Ah oui, vous verrez. C'est oui, tout. Moi, j'ai la capacité de pouvoir me défendre et de faire ce que j'ai envie de faire et que je juge bon. Mais quelqu'un qui est à Badou ou quelqu'un qui est à Kouyon ou qui est à Kara, si je lui dis de ne pas aller se faire enrôler, si on lui dit est-ce que tu as ta carte, il dit non, on dit full camp, on ne te donnera pas ceci ou cela. Est-ce que je serai là pour le défendre? Je ne serai pas là. Donc je ne donnerai jamais de consignes. Non, mais en fait, on parle pas. Je ne sais pas si vous avez suivi les consignes qui ont été données par la C14, mais vous, personnellement. Je ne l'ai pas suivi. Oui, mais vous n'avez pas votre carte d'électeur aussi. Mais je ne l'ai pas. Oui, mais en fait, c'est un peu comme si, même si vous n'avez pas voulu volontairement suivre ce mode de boycott, vous l'avez fait. Non, non, pas du tout. Ok, la deuxième partie de la question de l'auditeur, c'est sur les moyens. Pour pouvoir solutionner... J'ai déjà donné mes moyens et c'est connu. C'est pour ça aussi que j'ai écrit au facilitateur. Aujourd'hui, dans notre pays, il me donne l'occasion de lui dire quelque chose. L'Assemblée nationale qui est en place là, son mandat est terminé depuis le mois d'août dernier. Donc, cette Assemblée nationale ne peut que assumer les affaires courantes, comme on dit. Donc, cette Assemblée nationale n'a pas le pouvoir, l'autorité pour faire des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Ce serait non seulement illégitime, illégal, et ce serait de l'obscurantisme et de la bêtise. Pourquoi vous dites ça? Puisque ce n'est écrit nulle part dans la Constitution. C'est comme ça que cela est. C'est-à-dire, quand le peuple leur a donné le mandat, et le mandat de la Constitution du pays, dans son article 52, dispose que une assemblée reste en place jusqu'à la mise en place de la nouvelle. Mais cette disposition, qui est l'alinéa 11 de l'article 52 de la Constitution, ne dispose pas
que cette Assemblée nationale a le pouvoir de changer la loi suprême, fondamentale du pays. Vous comprenez? C'est impossible, c'est illégal, et si on fait ça au Togo, ce serait la première. Vous comprenez? Ce serait un coup de force. C'est-à-dire, cette Assemblée va se substituer donc au peuple souverain qui est seul détenteur de la souveraineté de changer. Si cette Assemblée reste sur place jusqu'à l'élection d'une nouvelle Assemblée, elle n'a pas le droit. Et vous l'entendez dire souvent. C'est le droit, tout simplement. La logique et le droit. C'est-à-dire, quand vous êtes un gouvernement qui... Aucun juriste sérieux n'a avancé ce que vous êtes en train d'avancer. Ah oui, c'est pour ça que Nicolas Lawson, vous savez, les gens ne me connaissent pas. C'est pas aller avoir un doctorat à l'université parce qu'on t'a donné un sujet et tu l'as développé ou tu as développé. Non, j'ai eu ma première compagne qui était docteur en droit. Elle a fait Assas où j'ai fait des stages et tout. Et c'est moi qui l'aidais à faire tous ces travaux dirigés, comprenez, et ainsi de suite. Mais vous avez un diplôme en droit? J'ai pas, vous savez, c'est ça. C'est pas une question de diplôme. Non, c'est pas une question de diplôme. Ok, nous allons aller au téléphone pour insérer notre auditeur. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous appelez comment? Taoufik. Oui, Taoufik, votre question. Bon, monsieur Nicolas, on vous a vu à une élection présidentielle dans ce pays, le recensement était bien fait, puisque ce qu'on voit aujourd'hui. Là, généralement, tout ça s'était bien passé. Est-ce que vous pouvez nous prouver aujourd'hui que vous, en tant que candidat à une élection présidentielle au Togo, pouvez nous présenter des résultats bureau de vote par bureau de vote? Et pour finir, ce qui se passe au Togo aujourd'hui, que ce soit la CEDEAO, le G5, l'UA, la France, les États-Unis, l'Allemagne et tout ça, c'est vis-à-vis. Leur impuissance a aidé le Togo à résoudre la crise, c'est vis-à-vis. Monsieur Nicolas, en tant qu'acteur politique, que comptez-vous faire maintenant pour que la balle soit ramenée au Togo? Merci. Je ne sais pas sur la première partie de sa question, je ne sais pas si... je sais pas, je vous laisse là. Non, mais je ne sais pas pourquoi il m'appelle monsieur Nicolas. Je m'appelle Nicolas Lawson ou monsieur Lawson Nicolas. Vous comprenez, c'est tout. Donc, ça, sa question, c'est quoi? Non, mais en fait, si vous pouvez donner les résultats bureau de vote, pas bureau de vote. Vous savez, le problème, c'est quoi? La faiblesse des oppositions en Afrique, c'est le manque de moyens financiers et autres, et la malhonnêteté même des gens avec qui nous travaillons. Quand vous voyez des gens qui viennent et ils disent ils peuvent vous aider, par exemple à Topli, et vous leur donnez de l'argent et tout ça là, et ils sont vos représentants dans les bureaux de vote, vous les payez. Comme quelqu'un a appelé, je me rappelle, c'est sur cette même radio qui disait que même celui qui était mon représentant dans le bureau de vote n'a pas voté pour moi. Comprenez? Quand vous avez des situations comme ça et tout, ça va vous gêner, non? C'est pitoyable pour mon pays. C'est ça le dégât de l'ignorance et de la bêtise humaine. Est-ce que c'est unique pour le Togo? Ah, c'est souvent vérifié dans notre pays. Vous pouvez voir ça ailleurs aussi, forcément, vous comprenez. Donc, à partir de cet instant-là, et la dernière fois au Cameroun, c'est ce qu'ils ont reproché aux opposants, qu'ils n'ont pas pu fournir tous les procès-verbaux de tous les bureaux de vote. Donc, les fraudeurs profitent de ça pour pouvoir frauder et voler, pour rester en poste et pour continuer leur... Quelle est la solution, en fait, pour les oppositions en Afrique? La gouvernance... c'est pour ça que quand j'ai été candidat, j'ai proposé le bipartisme, 2 partis politiques financés par l'État, vous comprenez, et les gens qui vont diriger ces 2 partis politiques seront payés par l'État, du président jusqu'au planton, ainsi de suite, payés par l'État et tout, et les gens qui dirigent les partis, qui sont dans l'exécutif du parti, n'ont pas le droit d'être candidats à aucune élection donnée, vous comprenez, parce que vous êtes logés et puis payés, véhiculés et tout. Maintenant, ceux qui doivent être candidats aux élections se présenteront dans les primaires des 2 partis politiques, seront choisis et vont aller défendre
les programmes de ces deux partis politiques devant la population. Ça permettrait aussi à la population d'avoir deux choix en face, clairs. Et ce n'est plus que parce que, bon, il est de chez nous, il est de mon parti, il est de cela. Mais quel est son projet? Quelle est sa vision? Et ainsi de suite et tout. Voilà la solution que je propose. Et ça peut se faire. Et je crois que c'est comme ça que les Nigérians sont arrivés à mettre un peu d'ordre dans leur pays sur le plan politique après les nombreux coups d'État qui s'étaient passés, ainsi de suite. Aujourd'hui, un individu se lève et dit il est de tel parti parce qu'on lui raconte. Ceux qui sont là, dans leur tu leur racontes des insanités, des anomalies et tout. Il viendra te raconter ça comme ça, par ignorance et par bêtise humaine et tout. Donc nous devons faire attention, très attention à l'éducation nationale, à la formation des gens et tout, et à faire en sorte que nos compatriotes soient plus tolérants, soient moins sectaires et aient moins de ressentiment et de frustration. La deuxième partie de la question de Taoufik, c'est une question qui rejoint en réalité celles qui ont été déjà posées. Quelles sont vos solutions? Voilà, je viens de donner la solution. Les difficultés que nous avons, la CEDEAO n'arrive pas. Non, je viens de donner la solution parce que tant qu'on aura... Vous avez vu, il y a un temps, j'avais écrit à la coalition. Donc les solutions ne sont pas des solutions immédiates pour le Togo? Non, les solutions immédiates, je les ai déjà formulées. Il faut absolument que le chef d'État prenne ses responsabilités, qu'il fasse un gouvernement de transition, de salut public ou je ne sais pas quoi et tout, et qu'il amène des Togolais désireux d'aider leur pays, de contribuer à l'épanouissement, du progrès, ainsi de suite et tout, et qu'il mette un terme au mandat de l'Assemblée nationale actuelle et qu'il mette en place une assemblée constituante qui prépare un projet ou un avant-projet de constitution. Est-ce que ces solutions ne sont pas tard, les propositions que vous avez? Non, elles sont sur la table. Puisque la semaine dernière, pas plus que la semaine dernière, les chefs de l'État du Togo se réjouissaient de l'enrôlement des populations du Togo. Et donc, quand vous faites cette proposition... C'est une erreur. Les gens l'ont trompé et ils se trompent. Moi, vous savez, je n'ai jamais encore eu tort sur les questions essentielles que j'ai posées dans ce pays. Vous avez vu, je vais vous parler de passé. Quand je disais Chikris Olympio, quand il rentrait dans ce pays, vous voyez la masse qu'il y avait, des centaines, sinon des dizaines de milliers de gens, et aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe dans le pays et tout. Et j'étais pratiquement le seul, soi-disant, candidat à la présidence qui avait dénoncer cela, ainsi de suite. Dénoncer quoi? Dénoncer cette histoire, que ça allait mal se terminer et qu'il n'y a rien de consistant dans cette adhésion, soi-disant là, qui était truc. Ça va être dénoncé. Et puis... vous dénonciez le DETIA, en réalité. Oui. Voilà. Et après, puis les intolérances, les sectarismes avec des trucs comme jeter de l'huile rouge dans le marché, des trucs comme ça par ces individus-là et tout. Et au début de leur lutte ici, de la coalition, je leur avais dit que la constitution de 1992 est caduque. Nous l'avons, et j'étais la majorité qui avait adopté cette constitution au Haut Conseil de la République. La mouture finale, avant la soumission au peuple souverain, j'étais le coprésident de cette majorité-là. Nous avions conçu cette constitution parce qu'il y avait Gnassingbé Yadema, parce qu'on voulait combattre certaines dérives, certaines anomalies dans notre société. Mais aujourd'hui, ces réalités ont disparu, mais il y a eu d'autres réalités. Donc nous devons nous adapter aux nouvelles réalités du pays et prévoir pour l'avenir les rêves, qu'est-ce que nous souhaitons pour notre pays, ainsi de suite, dont la coalition de 92 n'est plus d'actualité, il faut l'abandonner et tout ça. Et que le vote de la diaspora, il faut attendre qu'il y ait un nouveau gouvernement, un nouvel état d'esprit dans le pays et tout, avant d'aller dans ce truc-là. Non, on m'avait dit, et puis aujourd'hui, c'est abandonné et tout, et on ne me parle maintenant que de la CENI, ainsi de suite et tout. Est-ce que j'avais raison ou est-ce que je n'avais pas raison? Donc, quand je vous dis des choses, c'est en vertu de mes expériences que j'ai vécues. J'ai été au Dahomey, d'abord je vous ai parlé, j'étais... Non, mais en fait, vous l'avez suffisamment rappelé, votre passage au Dahomey, au Ghana. Au Ghana. Avec le Koufou et tout. Est-ce que nous n'avons pas fait économie de ce rappel-là pour pouvoir... Non, c'est important que les gens mettent ça en perspective avant de... Chaque fois que vous venez, vous le rappelez. Oui, donc, sans doute qu'ils l'ont... Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour. Allô? Bonjour.
Allô, Pyramide. Oui, vous êtes en direct, cher ami. Allô. Je crois que nous avons quelques problèmes de retour avec cette... Pyramide. Vous êtes en direct déjà, cher ami? En fait, bonsoir. Oui, bonsoir. Depuis à Desticapé. Oui, allez-y. C'est M. Toer. Oui, posez votre question. C'est pour participer à l'émission. Je salue l'invité. Dans son développement, il a touché un aspect très important qui m'a vraiment ému. Il a parlé de l'éducation. Il faut recruter des enseignants de façon massive. C'est une bonne chose. La dernière fois qu'ils ont lancé le concours, vous allez voir donc, tout ce que nous avons constaté vraiment. Moi qui vous parle actuellement, je quittais à la maison à 4 heures du matin. Quand je suis arrivé, vraiment, tout un monde. Ma question est celle-ci. Est-ce que l'État ne peut pas subventionner les privés? Parce que je suis dans un privé. Quand ils ont lancé ça, ce sont les EV. Ils cherchent. Et nos dossiers sont rejetés. C'est parce que nous ne sommes pas dans les écoles publiques. Bon, on sait bien que tout le monde ne peut pas être dans les... L'État ne peut pas subventionner les privés pour réduire un peu le chômage. Cher ami Saoué, on a compris le sens de votre question. Merci. Réaction? Oui, quand je faisais ma campagne dans notre programme PE, il est indiqué que l'école primaire doit être obligatoire et gratuite. Et j'avais dit que l'État a, dans ce cas-là, l'obligation de subventionner toutes les écoles privées à hauteur de la compensation. C'est-à-dire, si l'État dépense 100 francs sur un élève ou un écolier dans une école publique, l'État doit également dépenser 100 francs sur un élève ou un écolier dans un établissement privé, parce que ce sont l'ensemble des Togolais qui payent les impôts que l'État utilise. Donc certains ne peuvent pas être plus privilégiés que d'autres et tout. Donc à partir de là, si quelqu'un veut aller dans l'école privée, parce qu'il y a plus de discipline là-bas, il y a plus d'organisation, il y a plus d'autres choses, ça c'est la liberté, de choix qu'on doit avoir dans une société. Et il va falloir dans ce cas-là que l'État soit doté suffisamment des moyens pour pouvoir assumer cette responsabilité, sinon cette obligation-là, c'est capital. On ne peut pas ne pas subventionner les écoles privées, parce que les enfants qui sont dans les écoles privées sont des enfants de la République. Et ces enfants-là ont les mêmes droits et doivent pouvoir être aussi bien protégés que leurs frères et sœurs qui sont dans les écoles publiques. Allô? Oh, monsieur. Oui, on vous appelle comment? Oui, c'est Didier. Didier? Oui. Oui, votre question. Bonjour à monsieur Nicolas Losson. Bonjour. Il semble être déçu de la classe politique et de l'opposition et du pouvoir. Alors, vu l'allure que prennent les choses et vu le satisfait du chef de l'État par rapport au recensement et la course folle vers les élections, alors si l'invité a un conseil à donner au pouvoir, qu'est-ce qu'il peut lui dire pour un lendemain meilleur? Je vous remercie. Bien, merci. Non, j'ai déjà dit à ceux qui veulent m'écouter que c'est une erreur grave d'aller vers des élections mal organisées et qui ne sont pas acceptées, dont les conditions ne sont pas acceptées par l'opposition qui est en face du pouvoir aujourd'hui. Moi-même, je trouve que c'est quand même aventureux et c'est dangereux de pouvoir aller comme ça pour dire on fait le forcing, on fait des élections pour arriver à quoi? Il y a une crise et vous n'avez pas résolu la crise. Les problèmes sont là, les problèmes économiques et sociaux sont là.
Et vous faites partie de ceux qui ont créé les problèmes économiques et sociaux dans ce pays. Et l'autre partie qui est en face de vous, les protagonistes de la crise dont on parle et tout, ne sont pas d'accord avec vous. Donc, vous reportez la crise et vous ne rendez aucun service ni au pays, ni à vos partisans, ni au chef de l'État lui-même. Donc, c'est une grave erreur. Les élections ne vont pas résoudre les problèmes de ce pays. Et c'est pour ça que, je le dis très ouvertement aujourd'hui, j'ai encore envoyé au chef de l'État lui-même un mémorandum. Quelqu'un avait posé la question, si je ne devrais pas rencontrer le chef d'État, je suis disposé à le rencontrer. Mais il y a des gens qui sont autour de lui qui ne veulent pas que Nicolas Lawson rencontre M. Faure Gnassingbé parce que. Donc voilà la réalité du pays. Mais moi je suis persuadé, en tant que croyant, et en Dieu tout-puissant, omniscient, omnipotent et tout, que forcément, quand il a demandé à Abraham s'il n'y a pas un seul juste à Sodome et Gomorrhe, que nous avons des justes dans ce pays, et qu'un jour ou l'autre, Dieu va faire en sorte de oindre ces justes-là du Togo, et c'est eux qui vont trouver la solution dans le pays et tout. Aujourd'hui, vous savez, vous pouvez faire toutes les analyses possibles, vous pouvez aimer ou ne pas aimer M. Faure Gnassingbé, mais c'est lui qui est aujourd'hui au pouvoir, c'est lui qui représente le Togo à l'extérieur et tout ça là, il a encore un rôle à jouer. Si la CEDEAO propose qu'il quitte le pouvoir en 2020, mais d'ici 2020, il peut faire des miracles pour essayer au moins de corriger un certain nombre de choses et tout. Donc ce que je lui ai proposé, c'est quoi? C'est de pouvoir doter ce pays d'une 5e république, en faisant en sorte qu'il y ait une assemblée constituante forte, intelligente. Les Togolais sont très brillants, ils sont bien à l'intérieur comme à l'extérieur. Ils proposent la loi fondamentale qui doit nous guider dans l'avenir pour pouvoir faire de ce pays l'ordre de l'humanité dont ont rêvé nos dévanciers et tout. Donc à partir de là, nous allons créer un nouvel état d'esprit, une nouvelle société qui pourra nous conduire à résoudre les vrais problèmes de ce pays. Parce qu'il y a trop de misère, il y a trop d'ignorance, il y a trop de sectarisme, il y a trop de division et tout. Regardez ce qui se passe à Sogodé, regardez ce qui se passe à Kanté, regardez ce qui se passe à Bafilo et tout ça là. Cette société ne peut pas continuer à vivre comme ça, même ici à Lomé. Est-ce que c'est normal, par exemple, qu'on attaque quelqu'un en ville et qu'on lui demande sa carte d'électeur parce qu'il n'est pas enregistré et tout, ou bien qu'on terrorise les gens en leur disant si vous n'avez pas vos cartes d'électeur, vous ne pouvez pas aller à la banque et faire des opérations et tout. Non, on ne peut pas construire une société juste et civilisée sur cette base-là. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec ce qui se fait là. Je ne suis pas d'accord. Je souhaite qu'il y ait un changement radical dans les mentalités et tout, que des gens ne croient pas que parce que ils vont pouvoir frauder encore pour le pouvoir, ils vont être nommés ministres et ils vont continuer comme ça jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Dans moins de 2 mois, en réalité, les Togolais doivent se rendre aux usines, puisque les élections sont censées se tenir le jeudi 20 décembre. À votre avis, est-ce que cette date, vu tout ce qui se passe, est-ce que cette date va être tenue? Non, c'est un délire, c'est une utopie. Certains croient que comme ça, ils vont pouvoir faire de l'argent et faire leur jeu comme ils ont fait depuis des temps. Mais c'est à l'avantage de qui? Parce que vous savez, vous pouvez vous endurcir dans le mal et être récalcitrant. Mais un jour ou l'autre, vous serez frappé. Je dis à certains de mes amis, est-ce que vous avez vu qui était dans le temps? Les Potivi, Djidjogbe Laclé, les Hassani, Tidjani, les Kounale et Klo, comment on les appelle, ainsi de suite. Ils sont où aujourd'hui? Est-ce qu'ils vont continuer à faire ce qu'ils faisaient? Donc, les gens doivent être plus ou moins et quand même intelligents et se dire, ah, je suis de passage, je ne suis qu'un touriste, il vaut mieux que je laisse un bon nom que de créer de l'opprobre pour ma famille et tout. Et même, tu sais, au-delà du Togo, je veux un peu parler parce que chaque fois on reste ici. Ce qui se passe actuellement au Gabon, où nous recevons des informations que le président patati patata et tout, comprenez. Est-ce que quelqu'un lui-même, il pourrait croire que il pourrait aller, par exemple, succomber là, en Arabie Saoudite, à une crise cardiaque et tomber dans le coma
est resté dans le coma ou est déjà mort et qu'on ne veut pas communiquer ça et tout. Donc les hommes doivent savoir qu'ils sont mortels et que tout ce qu'on possède, tout ce qu'on fait, c'est de la vanité. Ce qui est beau, ce qui est bien, c'est quand on peut rendre service à ses compatriotes. C'est quand on peut élever ses frères et sœurs à la dignité humaine. C'est quand on peut garantir la justice sociale dans une société et tout, et faire en sorte que la paix y règne. Vous n'avez pas la paix tant que les gens vivent des injustices sociales, tant que les gens n'ont pas de travail, tant que les gens ne peuvent pas se faire soigner, ainsi de suite. Vous allez avoir la paix, pourquoi? Est-ce qu'ils vont... Ils peuvent, à un moment donné, tu vas se rébeller. Et ça, c'est vous qui avez préparé ça. Il faut qu'ils fassent attention. Nous parlions tantôt des droits de l'homme et de la tenue à Banjul en Gambie, de la session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Et puis, à propos de coupures Internet au Togo durant le temps fort de la crise politique, le vice-président de la Commission a dit ceci. On a eu l'impression que pour tuer les moustiques, les autorités togolaises ont eu recours au marteau. Je ne sais pas si cette caricature elle est exagérée ou pas. Non, c'est pour dire leur indignation, vous comprenez. C'est pour exprimer leur indignation tout court. Parce que nous subissons ça. Moi-même, j'ai subi ça. Et je sais ce que cela coûte. D'aller chercher de l'argent et de venir dépenser de l'argent pour essayer d'apporter des idées, pour que les choses marchent mieux et que vous soyez dépossédés, spoliés, et en plus qu'on ne vous permette même pas de pouvoir vous justifier. C'est scandaleux tout ça là. Et certains de nos frères ont fait ça, et ils croient que d'autres croient encore qu'ils peuvent faire la même chose et devenir ministres et tout ça là. Non, il y a un temps pour tout. Il faut que les uns et les autres comprennent ça. Il y a un temps pour tout. Et le mal a beau durer, il vient à être condamné. Et le jour où il est condamné, il va croire que c'est de l'injustice, mais c'est lui-même qui a semé cette injustice. J'ai dit au début que nous parlerons d'économie, de droits de l'homme, de politique, de diplomatie, aussi de sport. Un mot de sport, je ne sais pas si vous avez le football, puisque vous habitez Côte d'Ivoire Copé, et l'enfant de Côte d'Ivoire Copé, c'est comme ça qu'on l'appelle, Adebayor Emmanuel. Il semble qu'il va revenir en sélection nationale et jouer le match Togo-Algérie du 18 novembre prochain. Il vous arrive de retourner au stade? Non, je ne suis plus allé au stade il y a longtemps, mais chaque jour je suis assis dans mon fauteuil, je regarde les chaînes françaises sur le championnat européen et américain. Tout, j'adore le sport. J'avais fait beaucoup moi-même, le football et le basketball. Et mon rêve, c'est quoi? C'est demain de reproduire, parce que je sais que les jeunes sont là, de reproduire des nouveaux Carlo, des nouveaux Tommy, des nouveaux Djibril, Anatole, tout ça, même les Agbala, les Soko et tout. J'espère. Et nous pourrons le refaire demain si nous avons l'occasion, si nous y croyons à cela et tout, et que Dieu Tout-Puissant nous aide à pouvoir demain briller dans le sport, parce qu'aujourd'hui le sport est devenu lucratif. Une affaire de gros sous. De gros sous. Donc ce ne serait pas seulement Adebayor qui va nous apporter et tout. Il faut qu'on ait des dizaines de Carlo, ainsi de suite, pour nous apporter cette de plus en plus de gens vont au stade pour s'éclater, et pour s'éclater également, les Occidentaux ont inventé Halloween et les moments de déguisement. Je ne sais pas si il vous était demandé de vous déguiser, quelle serait votre préférence? Vous mettrez en quoi? Je ne sais pas, j'y ai jamais pensé. J'y ai jamais pensé. Vous mettrez quel masque par exemple? Je ne sais pas, j'y ai jamais. J'aimerais avoir... Spider-Man? Non, pas du tout. Peut-être que, je ne sais pas, ou Batman, c'est possible. Moi, je mettrais tout volontiers le visage du tennisman Roger Federer, puisque c'est mon idole. Non, moi, je suis pas un fan je suis un fan plutôt de Rafael Nadal. Bien, merci. Et de Serena Williams. Ce qui est certain, Roger Federer restera dans l'histoire comme le plus grand de tous les temps. Cette émission, elle s'achève. Merci d'être venu, président Nicolas Lawson. Merci, vous, auditeurs, de nous avoir écoutés. L'émission sera rediffusée tout à l'heure à partir de 19h. Romaric Feltas, merci. Je suis Pierrot Atiobé. À dimanche. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.